Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Des représentants de la communauté internationale ont approuvé un accord sur la Libye lors d'une conférence qui s'est tenue à Rome. L'objectif visé est de réunir les factions rivales libyennes dans un gouvernement d'union nationale. La réunion de dimanche a vu l'implication des deux parlements rivaux en Libye en lutte pour le pouvoir. La conférence de Rome a été coprésidée par les États-Unis et l'Italie et étaient présents des ministres de 17 autres pays, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, ainsi que l'émissaire de l'ONU en Libye. Des délégués des deux parlements rivaux libyens participaient également à cette conférence. Les diplomates les ont avertis que leur dispute pourrait mener à un vide de pouvoir dont bénéficierait le groupe État islamique. Nous ne pouvons pas laisser se maintenir le statu quo en Libye. Cela est dangereux pour la viabilité de la Libye et dangereux pour les Libyens. Et maintenant, en raison de la présence de plus en plus importante du groupe État islamique qui cherche à s'y installer, cela est dangereux pour tout le monde. La Libye a sombré dans le chaos en 2011 suite au renversement et à l'exécution de l'ancien maître du pays, Mouammar Kadhafi. Le pays possède actuellement deux législatures concurrentes. Le Congrès général national ou CGN, basé à Tripoli, une alliance assez large de milices incluant des islamistes, et la Chambre des représentants, seule reconnue internationalement, mais que le CGN a déposée l'année dernière. La Chambre opère à présent dans la ville de Tobrouk, dans l'est du pays. Au début du mois, une réunion secrète s'est tenue en Tunisie, sans la présence de l'ONU, et lors de laquelle des représentants des deux parlements se sont mis d'accord sur une déclaration de principe, pour constituer une commission chargée de nommer un Premier ministre et une autre pour réviser la Constitution. Mais l'ONU estime cela encore insuffisant et souhaite un processus encore plus global. Le plan de l'ONU appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les 40 jours, ainsi que la constitution d'un conseil présidentiel composé de 9 membres qui serait chargé de nommer un cabinet, un nouveau responsable du pétrole et qui aurait le pouvoir d'autoriser une aide extérieure pour lutter contre la menace du groupe État islamique. Ce groupe a en effet pris possession de la ville libyenne de Sirte. Mais la semaine dernière, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la principale place de Tripoli pour s'opposer à l'accord proposé par l'ONU. L'Europe et les États-Unis ont persisté en voulant que l'accord de l'ONU soit accepté. Mais j'estime que cet accord n'a rien à faire dans l'équation libyenne. Le plan de l'ONU devrait être signé au Maroc ce mercredi. Dimanche à Rome, des diplomates ont annoncé que ceux qui tenteraient de le bloquer seraient combattus. Cet accord a été passé et maintenant tous les Libyens doivent le soutenir. Et ceux qui ne le soutiendraient pas devront être combattus. Les dirigeants occidentaux craignent que la crise sécuritaire en Libye, un pays qui ne se trouve qu'à quelques centaines de kilomètres à peine des côtes européennes, n'engendre une spirale qui deviendrait hors de contrôle, menant à une crise des réfugiés similaire à celle qui existe en Syrie. Les dirigeants se montrent inquiets de voir les importantes réserves pétrolières du pays tomber entre de mauvaises mains. L'émissaire de l'ONU en Libye a expliqué au Conseil de sécurité à New York que la Libye se trouvait engagée dans une course contre la montre et qu'il espérait qu'un accord d'union nationale soutenu par la communauté internationale puisse aider le pays à redresser la barre. En France, le Front National, parti d'extrême droite, n'est pas parvenu à emporter la moindre région lors du second tour des élections régionales. Il a cependant enregistré le meilleur score de son histoire. Le Parti socialiste du président français François Hollande semble avoir gagné au moins 5 régions, tandis que le parti de centre-droit de son prédécesseur Nicolas Sarkozy était en tête dans les 7 autres régions. Le Front National a profité des peurs liées aux questions de sécurité et d'immigration suite aux attaques terroristes islamistes du mois dernier à Paris. Lors du premier tour de la semaine dernière, le parti d'extrême droite avait emporté plus de votes qu'aucun autre parti au niveau national. Mais dimanche, les socialistes se sont retirés du deuxième tour dans les régions clés et ont appelé leur soutien à voter pour les conservateurs du parti de Nicolas Sarkozy. Malgré l'échec du second tour, les cadres du Front National affirment que leur parti en sort vainqueur grâce à un nombre de votes en nette augmentation. Il y a quelques années, le plafond de verre était à 30% dans la région. Aujourd'hui, il est à 45%. Eh bien, on va continuer à travailler pour que demain, le plafond de verre soit à 51%. Le score élevé du Front National lors du premier tour a suffi pour faire trembler le gouvernement français. Le Premier ministre Manuel Valls dit que le succès du parti anti-immigration oblige le gouvernement à être plus à l'écoute.
Je salue d'abord les électeurs qui ont répondu à l'appel très clair, très net, très courageux, celui de la gauche, à faire barrage à l'extrême droite, qui n'obtient ce soir aucune région. Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. Loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. L'accord de Paris sur le changement climatique devrait aider à mieux définir le paysage énergétique mondial pour le reste du siècle et marquer le début de la fin de notre dépendance aux énergies fossiles. Et cela constitue un vrai défi pour les pays en voie de développement, comme la Chine, qui ont fait reposer leur croissance sur le pétrole et le charbon pendant si longtemps. Après 2 semaines de négociations et plus de 2 décennies de réunions et de conférences, plus de 190 pays ont pris un engagement international pour agir face au changement climatique. L'accord de Paris représente un consensus très large et est le produit d'efforts acharnés de chefs d'État, de ministres et de négociateurs de toutes les nations. La Chine a joué un rôle important en aidant l'ensemble des participants à trouver un accord. Avant le sommet, la Chine et les États-Unis ont publié 2 déclarations conjointes sur le changement climatique. La Chine a aussi présenté ses objectifs de contribution nationale à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Presque tous les pays participants ont présenté leurs engagements pour réduire leurs émissions carbone d'ici 2030. La Chine s'est engagée à plafonner ses émissions d'ici 2030 et à réduire ses émissions par unité de PIB de 60 à 65%. Cela signifie qu'il existe une demande très importante d'énergie renouvelable dans le pays, mais le changement ne se fera pas d'un claquement de doigts. La croissance de la Chine repose principalement sur les énergies fossiles, mais des efforts ont été faits pour permettre le développement des nouvelles énergies. Environ 58% de l'augmentation de la consommation primaire d'énergie en Chine de ces 2 dernières années proviennent de sources de combustibles non fossiles. Le réajustement de la structure industrielle et énergétique de la Chine nécessitera de faire des sacrifices importants, mais c'est une nécessité. Les experts disent que l'accord final représente un juste milieu qui permet à un pays de voir ses responsabilités vis-à-vis du climat augmenter parallèlement à ses capacités. Aujourd'hui, il n'existe pas de séparation ferme entre nations riches, nations en voie de développement et nations pauvres. Pour la première fois, avec cet accord, tous les pays, dont la Chine, s'engagent ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour la 2e année d'affilée, Wuzhen accueille la conférence mondiale de l'Internet. Et selon les organisateurs, cet événement sera encore plus grand et meilleur que celui de l'année dernière. C'est un grand événement pour le secteur de l'Internet, avec la présence prévue de 600 compagnies mondiales de l'Internet. Plus de 2000 membres de gouvernements, professionnels et experts venus du monde entier participeront aux discussions et expositions. 3 applications seront disponibles sur téléphone mobile afin de permettre aux participants d'obtenir des informations de manière instantanée. À travers l'interconnexion, les invités pourront voir les conférenciers, voir leur fichier de présentation et même une place à la salle de conférence. Plus de 260 compagnies présenteront leurs produits dernier cri. La 2e plus grande compagnie mondiale de technologie cloud, SAP, y exposera ses dernières innovations. Auparavant, il vous fallait 6 mois pour passer commande. À présent, il ne faut plus que 6 heures. Volvo présentera ses véhicules intelligents et connectés à Internet et sa technologie sans fil 5G prévue pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Les compagnies chinoises présenteront également leurs technologies et produits de pointe. Cette voiture sans conducteur est équipée par le fournisseur de services Internet chinois Baidu. Son originalité repose sur sa technologie à capteurs multiples, lui permettant une précision dans son positionnement d'une dizaine de centimètres. Une dizaine de forums et 22 sujets de discussion ont été prévus pour cette conférence, couvrant des domaines tels que l'innovation, la gouvernance ou la communication culturelle sur Internet. Le but étant de faire avancer le secteur et les services proposés dans le monde. Il y a 78 ans, l'invasion de l'armée japonaise a signalé le début de 8 ans de massacres et de brutalité.
À Shanghai, une zone de refuge mise en place par un prêtre français était devenue le dernier espoir pour les réfugiés. Le tronçon du milieu de la route Fangbang a été un témoin calme de la zone de sécurité de Nanxi. Celle-ci a été établie en 1937, un mois avant le massacre de Nanjing. Plus de 300 000 réfugiés de Shanghai, de Nanjing et des villes avoisinantes ont été logés ici dans 130 asiles sur une surface de moins d'1 km² de largeur. C'était la zone démilitarisée pour les civils chinois, située dans la vieille ville chinoise de Shanghai. Du 9 novembre 1937 au 16 juin 1940, cette zone de refuge a constitué le dernier espoir pour des centaines de milliers de réfugiés de guerre comme Li Fengxiang. Il y avait un nombre incalculable de réfugiés en provenance de Shanghai et d'autres endroits. Nous ne savions pas quoi faire. Soudain, quelqu'un a crié « Ne paniquez pas, nous avons un asile où vous pouvez vous cacher. Là-bas, les Japonais ne vous tueront pas. » J'ai donc accouru avec ma famille dans la zone de sécurité. Le héros qui a sauvé Li Fengxiang s'appelait Robert Jacquinot Bessange, un prêtre jésuite français. Il s'est fait le médiateur entre la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne et la France pour l'établissement de la zone de refuge de Nanxi. Elle était respectée par les deux parties en guerre ainsi que par les autorités de la concession. Le prêtre était neutre, il n'avait pas d'affiliation politique et il pouvait parler le japonais. Il a dit aux Japonais que nous nous occuperons des réfugiés qui se trouvaient sur leur chemin. Et il a dit aux Chinois que nous ferons tout ce qui est dans notre mesure pour les aider. Il a réussi à ce que les deux parties se rassemblent, non pas pour s'entendre avec l'autre, mais pour reconnaître que la zone peut exister. C'est une leçon pour le monde. Comment amener des parties belligérantes ensemble et amener des groupes multinationaux à travailler ensemble pour une cause commune. Cela a constitué un modèle réussi pour les zones de sécurité. Le modèle Bessange a tout d'abord été suivi par l'homme d'affaires allemand John Rabe et la ville de Nanjing lorsqu'elle est tombée aux mains de l'armée japonaise. La zone de refuge de John Rabe pendant le massacre de Nanjing est à présent bien connue. En fait, la zone de refuge de Shanghai a été la référence pour la zone de sécurité de Nanjing. Et Jacquinot a servi d'intermédiaire entre Rabe et l'armée japonaise à Nanjing. Mais la zone de sécurité de Nanjing a vite échoué. Les envahisseurs japonais ont forcé les réfugiés à quitter le camp seulement 2 mois après son établissement. Certains des réfugiés ont réussi à se rendre dans la zone de sécurité de Shanghai, mais la plupart ont échoué. Le travail de Jacquinot a été reconnu dans le monde entier. La zone de Shanghai a été un tel modèle de succès et elle a fonctionné pendant presque 3 ans pour tellement de gens. Ça a été un argument de poids pour permettre de convaincre de la faisabilité des zones neutres. Et par conséquent, cela a été un facteur très important dans le dialogue du CICR avec les envahisseurs, capable de les convaincre. Et finalement dans l'adoption de l'article 1949 de la Convention de Genève sur les zones démilitarisées. Devenue à présent un site touristique célèbre, cette zone est emplie de rires et de joie. La paix n'est jamais facile et son importance ne saurait jamais être exagérée. Le mémorial de Caen est l'un des musées où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est la mieux présentée. Il s'agit aussi du premier musée d'Europe à raconter l'histoire du massacre de Nanjing. Quand une ville redressait du feu, ici, cette ville a subi le combat le plus intense. Après la guerre, 3/4 de cette ville a été rétablie. Bâtiments abîmés, villes désertées, habitants blessés et sans domicile. Pendant la bataille de Normandie entre les mois de juin et août 1944,
la douleur de la ville de Caen est réelle et omniprésente. La reconstruction de la ville a pris du temps, plus précisément 20 ans jusqu'en 1963. Caen mérite un hommage à la mesure des souffrances que la ville a subies. C'est la raison pour laquelle le mémorial est également appelé le musée de la paix. Il a été construit en 1988. Après une vingtaine d'années de développement, le mémorial de Caen est aujourd'hui devenu un des meilleurs musées pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son exposition se concentre principalement sur les batailles en Europe. Depuis 8 ans, une partie de l'exposition est consacrée à la guerre sino-japonaise. Le mémorial Gand nous présente la Seconde Guerre mondiale par l'ordre chronologique. Pour nous, ça tout commence par ici. Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a envahi la ville de Wanping et provoqué la guerre sino-japonaise. Autour de moi, une équipe d'historiens. Donc nous avons travaillé, évidemment, sur toutes les questions propres à la guerre sino-japonaise et ce qui nous est apparu très important pour le public essentiellement occidental à Caen. Ce sont deux choses, deux événements majeurs, c'est les bombardements de Shanghai et le massacre de Nankin, parce que nous avons considéré que ce massacre était emblématique de la violence terrible de la Seconde Guerre mondiale et emblématique aussi de la manière dont se sont comportées les armées japonaises en Chine. Pendant la visite, une salle d'une quarantaine de mètres carrés est consacrée au massacre de Nankin. Y sont exposées des photos d'archives montrant les exercices de l'armée japonaise à la baïonnette sur des cibles humaines vivantes de Nankin. La ville de Nankin a bien été ravagée, comme celle de Caen en 1944. Parmi tout ce que le mémorial nous montre, les photos, les objets, c'est surtout le film d'un réalisateur français qui a attiré le plus d'attention des visiteurs. L'extrait du documentaire Le Massacre de Nankin est le metteur en scène français Michael Prazan en 2007. Ce documentaire témoigne de l'ampleur du massacre de Nankin et de son horreur. Well, I never knew that the Japanese were so cruel. And I never knew that the Japanese did what they did at all. And I feel as though that after seeing that there was some injustices done by the Japanese to the Chinese. It's pretty hard for me to watch that. This is the first evidence I've actually physically seen of this. Yeah, there are some things in the history books about China and Japan fighting, but I've never actually seen footage or film from the actual wars or things that happened like that at all. So it was kind of an eye-opener. 300 000 habitants de Nankin ont été atrocement tués. Il ne s'agit que d'une infime proportion de toutes les victimes chinoises lors de cette guerre. Cette histoire est cependant souvent ignorée. Et mes visiteurs, les visiteurs du mémorial, d'où qu'ils viennent, de Chine ou d'ailleurs, je leur explique ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale a tué entre 60 et 65 millions de personnes dans le monde. Et parmi ces 60-65 millions de personnes, il y a 20 à 25 millions de Chinois. Et donc on ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale si on ne sait pas ce qui s'est passé en Chine pendant la guerre sino-japonaise. Monsieur Grimaldi est aujourd'hui en coopération avec le mémorial de Nankin. Il aide à faire des recherches et à trouver davantage d'objets à montrer aux visiteurs. Aujourd'hui, à Shanghai comme à Caen, la vie est paisible et tranquille. Seul le mémorial de Caen et celui de Nankin nous rappellent un passé inoubliable. Chaque famille a sa propre histoire de guerre à raconter. Elle est plus ou moins triste, plus ou moins simple, plus ou moins lointaine. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Ce qui est vrai pour une famille est aussi vrai pour un pays. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur CCTV Français.